Le congé paternité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Pourquoi est-il important? Quelle devrait être sa durée idéale? Pourquoi pense-t-on aujourd'hui qu'il est nécessaire de revoir le fonctionnement des congés parentaux? C'est tout ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Petit mais Costaud. Et comme je ne suis pas médecin ni psychologue, on va se baser pour cette vidéo sur des travaux d'experts et particulièrement sur ceux de la commission sur les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est une commission qui a démarré, qui a été initiée en septembre 2019 avec à sa tête des spécialistes réputés comme le neuropsychiatre Boris Cyrulnik ou la psychothérapeute Isabelle Filiosa. Elle a traité beaucoup de sujets passionnants, mais on va se concentrer aujourd'hui sur la question des congés parentaux. On pourrait résumer l'objectif de la commission sur les 1000 premiers jours, en ce qui concerne ce thème, en une phrase. Permettre à chaque famille de bénéficier de congés de naissance et de congés parentaux qui soient suffisamment étendus et rémunérés pour que parents et enfants puissent tisser des liens de confiance. Pour la commission, et je dois vous avouer qu'on est bien d'accord avec eux chez Petit mais Costaud, il est fondamental pour notre société de repenser ces congés pour qu'ils soient en phase avec les besoins des bébés et de leurs parents. Cette question des congés parentaux a en plus un impact sur plein d'autres sujets, comme l'emploi et les conséquences de l'arrivée d'un bébé sur l'évolution d'une carrière, que ce soit pour la mère principalement aujourd'hui ou pour le père, ou lorsque les conditions de travail sont précaires. Des impacts aussi sur la place des pères et du second parent et l'égalité au sein des couples, on le verra très concrètement. Alors ces 1000 premiers jours, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Les experts définissent les 1000 premiers jours comme une période sensible pour le développement et la sécurisation de l'enfant qui contient les prémices de la santé et du bien-être de l'individu tout au long de la vie. Concrètement, cela correspond à une période allant du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant, voire même allant de la naissance, avant la naissance, même jusqu'aux 3 ans de l'enfant, en fonction des sujets dont on parle et des spécialistes. Alors pourquoi ces 1000 premiers jours sont importants? Pourquoi sont-ils particulièrement importants? On sait aujourd'hui que les conditions dans lesquelles se passe la grossesse, puis les premières années de la vie, peuvent bien sûr avoir des conséquences et des effets immédiats sur le bien-être et la santé du bébé, mais que ça peut aussi avoir une influence très concrète tout au long de sa vie de bébé, puis d'enfant, puis d'adulte. Par exemple, le stress ressenti avant et après la naissance peut avoir des conséquences bien longtemps après le moment où il a été ressenti. Alors, il ne faut pas être déterministe, ça ne veut pas dire que tout se joue avant 2 à 3 ans. Mais cette période, on sait aujourd'hui qu'elle est réellement clé et qu'elle a un impact tout au long de la vie, donc autant la comprendre comment elle fonctionne pour tout simplement aider au mieux nos enfants qui sont de futurs adultes. Et il ne s'agit pas d'ailleurs uniquement de santé physique, entre guillemets, psychique et de bien-être. Ces 1000 premiers jours, ils ont aussi un rôle majeur à jouer et ils jouent un rôle majeur sur le développement de l'enfant. Pourquoi? Parce que les premiers apprentissages sociaux, les apprentissages émotionnels et cognitifs dépendent fortement, on le sait aujourd'hui, des échanges et des liens d'attachement forts et sécures qui sont créés, qui s'établissent entre le bébé et ses parents. Alors ces liens d'attachement, justement, qu'est-ce que c'est? Le nourrisson va s'attacher aux personnes qui répondent rapidement, chaleureusement et de la façon la plus adéquate, la plus adaptée possible à ses comportements. Ces liens d'attachement, que les spécialistes appellent attachement sécure, c'est un facteur important de protection qui va permettre le développement, la santé mentale et la santé physique de l'enfant à très court terme forcément quand il est tout petit, mais aussi sur le long terme. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer ces liens d'attachement, pour permettre cet attachement sécure? Eh bien, les bébés ont besoin de proximité physique, c'est un principe clé central. Et justement, on entend encore parfois, on entend souvent même, des remarques comme « ne porte pas trop ton enfant, il va s'habituer » ou alors « le garde pas dans les bras, il sera jamais autonome ». Ces remarques-là, elles sont tout simplement fausses et c'est important de l'avoir en tête et de se déculpabiliser. Pour reprendre une expression que j'ai lue dans un livre sur le développement de l'enfant, je ne pourrais pas citer lequel, il faut d'abord apprendre à s'attacher pour ensuite mieux se détacher. C'est d'ailleurs pour aider la création et le renforcement de ce lien d'attachement, pour permettre ce lien sécure, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande par exemple le pot à pot, qui consiste à, donc, comme son nom l'indique, à avoir son bébé en pot à pot contre soi, le bébé en couche posé contre le torse nu du papa ou de la maman. On a écrit un article d'ailleurs sur le sujet, on vous remet le lien en description. Et le rapport sur les 1000 premiers jours, la commission en parle très clairement. Alors ils expliquent que ça permet de créer une co-régulation physiologique et émotionnelle. Et plus prosaïquement, le pot à pot et le portage,
que ce soit par exemple en écharpe de portage, eh bien ça aide à apaiser les bébés, et le parent d'ailleurs, et ce sont des sources de confiance pour les deux, parents et bébés. Et d'ailleurs, dernière remarque sur le pot à pot, le pot à pot est recommandé pour la mère et pour le père. Alors, ces liens d'attachement, ils se développent également par l'échange des regards, par le contact, par la modulation de la voix, qui sont des signaux très importants pour le bébé, qui vont l'aider à réguler et à créer ce bien-être socio-affectif, mais aussi l'aider à se mettre en situation d'apprentissage en focalisant son attention tout simplement sur ce qu'on va lui montrer, nous adultes, par nos regards, par nos gestes, par notre intention. Et alors particulièrement entre le parent et l'enfant, il va se mettre en place ce que l'on appelle une synchronie. C'est-à-dire que l'adulte va répondre consciemment et inconsciemment aux signaux du bébé, et inversement. Et ça va permettre de créer des interactions, un cercle vertueux de la communication, et puis ça va tout simplement être source de plaisir pour le bébé et pour le parent. Et pour que tout ça se mette en place, ce lien d'attachement sécure, cette synchronie, ce bien-être, cette sécurité émotionnelle, il faut du temps. Il faut du temps parce que ça perturbe un enfant, il faut retrouver son rythme et il faut du temps pour que chaque parent qui est unique trouve son rythme avec chaque enfant qui est unique et que les parents aussi entre eux trouvent leur rythme. C'est donc quelque chose qui se met en place dans la durée. On a besoin de temps en tant que parent et le bébé a besoin de temps avec ses parents. Enfin, la répétition est importante et c'est d'ailleurs un principe général avec les enfants, tout parent le sait, la répétition parfois est la clé. Et donc cette redondance des réactions, des réponses, des stimuli, c'est ça qui rend les choses prévisibles pour l'enfant, qui rend son environnement en partie prévisible et donc ça le rassure, ça le rend compréhensible. Et sur cette base, il va pouvoir construire progressivement des apprentissages et des échanges de plus en plus complexes. C'est pourquoi nos bébés ont besoin de nous, de notre présence, suffisamment en qualité mais aussi en quantité. Pour reprendre les mots du rapport sur les 1000 premiers jours, les bébés ont besoin de voir leurs parents dans la journée suffisamment longtemps chacun. Concrètement, la commission estime qu'il serait bénéfique pour l'enfant d'être gardé par ses parents la première année, avant de passer à un mode de garde plus formel comme la crèche bien sûr. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls à le dire. En 2011, un rapport de l'IGAS sur les inégalités sociales de santé dans l'enfance le disait tout aussi clairement. L'intérêt de la prise en charge à l'extérieur du domicile parental pour les enfants de moins de 1 an est également très contesté. L'accueil hors du domicile des parents, s'il intervient à un trop jeune âge, pourrait avoir des conséquences défavorables pour l'enfant. Réduction de l'attachement parent-enfant, réduction de l'interaction enfant-adulte si le nombre d'enfants par adulte est plus élevé qu'au sein de la famille, interaction stressante avec d'autres enfants, etc. Ce sont les mots du rapport de l'IGAS de 2011. Bref, la durée du congé parental, du congé maternité et du congé paternité, c'est un sujet. Et d'ailleurs, l'enfant a besoin de ses 2 parents, on le disait juste avant. Pourquoi ? Plusieurs études ont montré que les mères et les pères ont des rôles et des relations différenciées et complémentaires. Les mères sont perçues, selon le rapport, comme apportant le plus souvent du réconfort et de la réassurance au bébé, alors que les pères sont perçus comme jouant un rôle dans l'ouverture et l'exploration du monde. Bon, là-dessus, notre vision non scientifique et toute personnelle, ça c'est pour le disclaimer, c'est qu'il s'agit de stéréotypes sociétaux qui ont sûrement une part de vérité, mais qu'au-delà de l'attribution entre père et mère de ces rôles, il s'agit de rôles complémentaires qui peuvent être endossés soit par l'un, soit par l'autre des parents, l'important étant que l'enfant en bénéficie. Et pour cela, on a besoin de temps, encore une fois, parce que plus de temps pour les parents auprès de leur enfant signifie pour nous plus de temps pour définir ces rôles et les répartir de manière consciente et équilibrée entre les 2 parents. On sait aussi aujourd'hui, grâce à des études qui ont été menées et que le rapport mentionne, que la présence du père ou du second parent est également synonyme de diminution du risque d'épuisement pour la mère, particulièrement dans la période qui suit la naissance. Ça paraît assez évident quand on connaît le chamboulement et la fatigue qui suit la naissance. Enfin, on a plusieurs études qui ont montré très clairement que la présence accrue du père entraînait dans la durée une meilleure répartition entre les parents dans les soins et le temps consacré à l'enfant, dans le partage des tâches domestiques ou encore dans l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais c'est pas tout, ça permet aussi un plus grand sentiment de confiance en eux-mêmes pour les pères et un meilleur lien créé avec leur enfant.
Je vous donne un seul exemple qui est assez parlant. Une de ces études a montré que seuls les pères qui avaient passé plusieurs semaines avec leur bébé, entre la naissance et l'âge de 4 mois, étaient capables de distinguer les pleurs de leur propre enfant parmi les pleurs d'autres bébés. Ça fait quand même réfléchir. En bref, le congé parental, lorsqu'il est adapté, promeut l'égalité entre les hommes et les femmes à la maison et au travail. Et pour ça, il y a un principe qui paraît simple derrière, c'est une paternité active, responsable, où les pères s'impliquent de manière précoce et durable. Et pour permettre cela, encore une fois, il faut donner suffisamment de temps aux parents et à l'enfant. Et c'est pour ça qu'au cœur de ces 1000 premiers jours et de l'approche portée par le rapport réalisé par la commission du même nom, on trouve un enjeu clé. Donner le temps pour que les bébés, les jeunes enfants et leurs parents créent des liens, créent les liens d'attachement pour interagir, découvrir et explorer le monde ensemble. Et cela passe pour le rapport par une politique familiale plus favorable aux enfants en premier lieu, mais aussi aux seconds parents. Bien sûr, cette problématique, elle en appelle d'autres, elle est très liée, très intriquée avec beaucoup d'autres sujets. Articuler les temps parentaux, personnels et professionnels, veiller sur la continuité des transitions entre les différents temps que vit l'enfant, les différents lieux où vit l'enfant, entre la maison, la crèche, etc. Accorder du temps aux professionnels de la petite enfance pour qu'ils aient du temps pour écouter les parents et pour se coordonner leur intervention avec les parents, se coordonner entre eux. Proposer aussi des lieux et des modes d'accueil adaptés. Là-dessus, le rapport propose la création de maisons des 1000 jours. C'est quelque chose de très intéressant, mais on sort du sujet d'aujourd'hui. Alors revenons à ce qui nous préoccupe justement, donner du temps aux parents et aux bébés pour qu'ils puissent construire ce lien d'attachement fort et une relation sécurisante et soutenue. Au vu de l'importance des parents, comme on vient de le voir pendant les premiers mois et même les premières années, on comprend que le sujet des congés parentaux, congés maternité, congés paternité doit forcément, nécessairement être abordé. Et pour ça, la question elle est simple, c'est est-ce que ces congés sont aujourd'hui suffisants? Première chose, est-ce qu'ils sont suffisamment pris? Cette question, elle nous concerne tous et notamment les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elle est fortement liée par exemple au bien-être des parents. Or, on sait que 8 salariés sur 10 sont parents. Donc le bien-être du parent a un impact direct, on l'imagine bien, sur le bien-être en entreprise et inversement. Et donc la gestion de la parentalité par les entreprises, c'est un enjeu de société général. On sait aussi que quand on pose la question aux mères, 77% des mères qui sont salariées considèrent encore aujourd'hui que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l'organisation du temps et des lieux de travail. Alors, quand on regarde les conclusions de la commission sur les 1000 premiers jours, vous vous en doutez, au vu de tout ce qu'on vient de se dire, elle considère qu'aujourd'hui, les congés parentaux au sens large ne sont pas suffisants pour adresser l'enjeu du développement de l'enfant. Avant de regarder ces préconisations, regardons rapidement comment fonctionnent les congés paternité, maternité, congés parentaux aujourd'hui. Première chose, le congé maternité. Il date dans sa forme actuelle de 1980. Il varie d'une durée de 16 semaines pour les 2 premiers enfants à 26 semaines à compter du 3e enfant. Il se divise en un congé prénatal de 6 à 8 semaines et un congé postnatal de 10 à 18 semaines. Il est modulable parce que la femme enceinte peut, si elle le souhaite et avec l'accord du médecin, décaler son congé prénatal de 3 semaines pour prolonger de 3 semaines le congé postnatal et profiter ainsi davantage de son bébé après la naissance. Il existe aussi un congé pathologique qui peut être prescrit d'une durée de 14 jours maximum, consécutif ou non, pris obligatoirement avant les 6 semaines de congé prénatal. Le congé paternité, quant à lui, est beaucoup plus récent, il ne date que de 2002. C'est un congé de 11 jours consécutifs, accordé au père ou au second parent, pour la naissance d'un enfant ou de 18 jours en cas de naissance multiple. À ces jours s'ajoutent 3 jours d'absence autorisés par l'employeur lorsque la personne est salariée. Bon, d'ailleurs, petit aparté, quand on est entrepreneur comme moi, la prise de ces congés, la rémunération de ces congés, l'indemnisation de ces congés est plus complexe et grosso modo moins disante, mais c'est là aussi un autre débat. Ce congé paternité, il peut être pris directement après les 3 jours d'absence autorisés ou dans les 4 mois qui suivent la naissance, dans son intégralité ou partiellement. Le père ou le second parent doit en informer son employeur impérativement 1 mois à l'avance au moins. Si cette condition est respectée, on ne peut pas s'opposer à la prise de ce congé. En France aujourd'hui, on a 68 à 69% des pères qui prennent leur congé paternité. Enfin, il existe également un congé parental d'éducation. C'est un congé non rémunéré, mais qui est faiblement indemnisé.
et qui peut être pris à l'occasion de la naissance d'un enfant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans. Ce congé parental d'éducation, il dure de 1 mois à 1 an. Il peut être renouvelé 2 fois, puis jusqu'à 5 fois à partir du 3e enfant. En 2014, l'INSEE a fait une étude sur ce congé parental d'éducation. Il a conclu que 98% des pères ne le prenaient pas à temps plein contre 72% des femmes. En conclusion sur la durée et la forme des congés actuels, la commission sur les 1000 premiers jours estime que ces 3 congés, maternité, paternité, congé parental d'éducation, dans leur forme actuelle, dans leur durée et dans leur modalité d'indemnisation, ne sont aujourd'hui pas adaptés aux enjeux du développement de l'enfant. Et d'ailleurs que la France accuse un certain retard par rapport à d'autres pays. Au Québec par exemple, le congé paternité varie de 3 à 5 semaines avec un taux d'indemnisation en fonction de la durée prise. Et on a 80% des pères qui le prennent. La Norvège, là on est à la pointe du congé paternité et de l'accompagnement dans la parentalité. Elle a mis en place un congé parental partagé avec un quota paternel. La mère et le père disposent chacun de 15 ou 19 semaines de congé, puis ils choisissent de se répartir librement 16 à 18 semaines complémentaires. Alors là on met la barre très haut. On a d'autres pays aussi qui sont assez en avance. En Finlande, le gouvernement a décidé début 2020 d'étendre le congé paternité à 7 mois. C'est-à-dire que le congé paternité équivaudra au congé maternité. Concrètement, quelles sont les recommandations de la Commission sur les 1000 premiers jours? Leur objectif principal, c'est de créer les conditions pour que l'enfant reste avec l'un des 2 parents toute la première année et qu'il intègre ensuite un système d'accueil à 1 an. La crèche par exemple. Pour cela, la Commission sur les 1000 premiers jours a formulé 3 recommandations. Première recommandation, prolonger de 2 semaines le congé maternité post-natal pour les mamans qui ont pris un congé prénatal de 6 semaines. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elles aient un congé post-natal total de 3 mois. Deuxième recommandation, revoir largement le congé paternité en le prolongeant à 9 semaines, exclusif pour le père, en gros sur le modèle norvégien, et qui pourrait être pris de manière flexible. Le père pourrait par exemple prendre une partie du congé à la naissance de l'enfant, puis une partie à la fin du congé maternité, ce qui fait que ça étendrait la durée globale de présence des parents auprès de l'enfant. Enfin, troisième recommandation, refonder ce congé parental d'éducation en l'étendant à 9 mois, soit 36 semaines, partageable entre le père et la mère avec un niveau de rémunération suffisamment attractif pour qu'il soit pris, c'est-à-dire au minimum 75% du salaire, et ce, quels que soient les statuts. Là aussi, quand on est entrepreneur statut libéral, cet enjeu d'égalité, quels que soient les statuts, prend pleinement son sens. Alors bien sûr, il y a besoin de dispositions complémentaires dans certains cas, comme la naissance prématurée, un sujet qu'on connaît bien. Et on vous remettra d'ailleurs en commentaire les dispositions actuelles qui existent sur les congés, notamment le congé pour hospitalisation de l'enfant à la naissance, qu'on doit à l'association SOS Préma en grande partie. Et bien sûr, ces congés particuliers nécessiteront eux aussi d'être adaptés pour prendre en compte les recommandations du rapport sur les 1000 premiers jours. Et justement, suite à ce rapport, en septembre 2020, le gouvernement a décidé, sur la base de ces recommandations, d'étendre le congé paternité. Alors, pas dans la mesure qui était souhaitée par le rapport, mais le congé paternité passe de 14 jours à 28 jours, dont 7 obligatoires pour le père. Pour certains, ce sera un premier pas encourageant, pour d'autres, c'est un rendez-vous raté, pour d'autres encore, c'est une intrusion dans la vie privée. Chacun pourra se faire son opinion et j'espère que cette vidéo y contribuera. Notre conviction toute personnelle est qu'il est censé de transformer les recommandations éclairées, rigoureuses, scientifiquement fondées de scientifiques, de spécialistes qui sont reconnus dans leur discipline et de transformer ces recommandations en une politique familiale au service de l'enfant, au service des familles et au final au service de la société. Au passage, on évite beaucoup de coûts sociaux, de coûts économiques futurs dont on sait que ces coûts ils seront plus importants que les investissements qu'on a à réaliser aujourd'hui pour les éviter. Alors cette vidéo elle était un peu longue, mais on l'estimait nécessaire pour expliquer l'importance des premières années pour tout enfant et les bases scientifiques sur lesquelles sont construites les recommandations récentes qui visent à augmenter les congés parentaux. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair et de vous forger votre propre opinion sur ce sujet qui nous semble particulièrement important. Alors dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on sera très heureux de les lire. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit like si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Petit Mais Costaud pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Moi je suis très heureux d'avoir partagé tout cela avec vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci, ciao.